Vous écoutez le 3e épisode de Manœuvre. L'enterrement de l'ancien élu Almo Kokiyama se déroule selon les rites prévus. Des chants Iya lancés en son hommage, des chansons traditionnelles du deuil, porteuses d'espoir et d'une nostalgie profonde. Tout cela me donne furieusement envie de vivre. Ce que font généralement les IA pour célébrer quelqu'un, c'est combiner tous les facteurs biologiques de la personne, son code ADN, dans une symphonie sur mesure. Des feux d'artifice et même une danse de la chorégraphe Koria, seule sur scène, s'enchaînent. Apparemment, Koria, la grande IA danseuse et metteuse en scène, a été son Ya lorsqu'il était élu. C'est elle qui a orchestré toutes les funérailles. Sous les feux d'artifice, le cercueil est envoyé dans l'espace au moyen d'une fusée de deuil et via l'ouverture du tunnel conçu à cet effet au-dessus de l'église, qui permet d'extraire les cercueils du dôme. On appelle cette passerelle le passage. Nous sortons alors tous de l'église pour aller voir la fusée au travers du dôme transparent, fusée qui, propulsée par un feu violet, s'échappe dans un ciel sans atmosphère. Je songe que moi aussi, en tant qu'élu, quand mon temps viendra, j'aurai droit à ce décollage ultime, la seule véritable manière pour un humain de faire partie d'une œuvre d'art. Quelques-unes des répliques de Koria sur son ancien humain me restent en tête, à moi qui n'ai jamais connu Almo Kokiyama. C'était un homme qui respirait pleinement. Comme son nom l'indiquait, Kokiyama, un nom typique des familles expertes des systèmes de respiration sur Mars. Kokyu signifie la respiration en ancien japonais et Yama, la montagne qui respire. C'est bien ce qu'était Almo Kokiyama. Mais je suis interrompue dans ma rêverie par une voix nouvelle dans mon dos. Je ne savais pas s'il aurait droit à tous les honneurs, après ce qu'il a fait. Je me retourne et découvre derrière moi une des principales figures politiques de la cité, le juge Boshi. C'est un androïde biologique, comme le sont tous les robots politiques qui nous gouvernent. Il fait partie du cortège de juges qui veillent au bon respect des lois de la robotique. Il est difficile de dire quelle partie de lui reste humaine aujourd'hui. Il y a des années de cela, peut-être des dizaines d'années, il a fait le choix de s'hybrider avec des machines pour perfectionner ses capacités politiques et devenir éthiquement irréprochable. Les cyborgs sont les seuls à même de juger et les hommes et les machines, et de s'assurer que ni les uns ni les autres ne sortent de leur rôle. Il ajoute, devant ma circonspection, À moins que ce ne soit pas réellement un suicide. Qu'en pensez-vous ? Il pose sur moi des yeux de verre complètement noirs et je ne sais pas précisément quelle partie de moi il regarde. Mes capacités empathiques et télépathiques sont entravées par toutes les couches de plastique et de métal qui sont devenues sa peau. Je vous félicite pour votre élection, Kaorin. J'aimerais pouvoir discuter avec vous à l'occasion. J'ai été amené à apporter mon expertise dans l'enquête sur la mort de Kokiyama. Ce serait avec plaisir, mais je ne le connaissais pas du tout, alors j'espère que vous n'en attendez pas trop de moi. Il s'approche de moi et me chuchote. Venez sans votre Ya. Vous nous serez d'une grande aide. Je jette un œil à Nak, à quelques dizaines de mètres de là, qui est justement en train de nous regarder, et je hoche la tête en guise de discrète approbation à l'intention du juge. Je m'apprête à aller au Génésium. Vous voulez venir avec moi ? J'ignore si les hybrides y sont admis, mais les IA ne peuvent pas s'y rendre. Cela donnerait une bonne raison à Nak de ne pas nous accompagner. Ah, mais avez-vous le droit d'y aller ? Les hybrides avec des attributions comme les miennes peuvent s'y rendre, oui. Et d'ailleurs, nous avons noté des œuvres d'art étranges sur les murs du bâtiment. Nous nous mettons donc en route vers le Génésium, sous un deuxième dôme indépendant du premier. Le bâtiment en lui-même, le Génésium, a une forme géométrique que l'homme ne sait pas reproduire en architecture sans l'IA, celle d'un œuf inversé.
On aurait presque dit un grand œil à l'iris difforme vu de là où on était. Effectivement, on devine des traînées de peinture sur le bâtiment, rouges, comme de grandes brûlures sur la paroi blanche. Elles sont plus ou moins visibles en fonction de là où on se situe et des jeux du soleil. Elles semblent représenter... On dirait des clés de fa. Des clés de fa ? Notation musicale. Qui les a inscrites là ? C'est ce que nous essayons de comprendre. Saviez-vous qu'avant la construction du Génésium, les humains se reproduisaient par leurs propres moyens ? Mais comme les ressources étaient limitées, le gouvernement collectif décida de faire construire un lieu où réguler les naissances et d'organiser la contraception collective. Ils construisirent ce dôme à leur image, comme une œuvre d'art. Je l'ignorais. Vous devez vous demander quel est mon âge, et si j'ai connu cette époque. Vous l'avez connu ? J'ai des extensions, des parties logicielles de moi, qui en ont quelques souvenirs. Sortir du dôme principal nécessite d'activer sa combinaison, laquelle déploie un casque et une réserve d'air. C'est ce que nous faisons en passant le portail principal en 2 étapes. Je jette un coup d'œil à Nak qui reste derrière nous et me fait un signe de la main. Nous activons la communication en radio qui nous permet de nous entendre sans difficulté à travers les combinaisons. Je me dis parfois que c'est dommage que l'on n'enseigne pas aux enfants l'histoire d'Ultio. C'est pour que lorsqu'on vote les lois, cette histoire passée ne nous influence pas ? Pour que nous puissions simplement nous référer aux créations utopiques des IA avant de voter ? C'est juste. Mais peut-être que l'histoire pourrait aussi nous éclairer sur certains choix. Les votes ont lieu dans l'église chaque premier jour de la semaine martienne. Tous les citoyens volontaires viennent voter pour les lois du moment. En général pas plus de 2 ou 3, et sont exposés avant le vote à une série de créations artificielles de tout type d'art, illustrant les bénéfices d'une solution ou de l'autre. Nous sommes à présent devant le Génésium. Je sens la conversation prendre une tournure qui me dépasse et m'inquiète un peu. J'aurais préféré que Nak soit là pour me dire ce qu'il pense de cette conversation. Nous entrons dans le bâtiment en forme d'œuf. Je n'ai eu que rarement l'occasion de visiter les étages supérieurs où se trouvent les œufs, des utérus artificiels portant des bébés en gestation. Notre devoir est toujours à réaliser dans les premiers étages, et je croise de nombreuses personnes que je connais et qui adressent des regards étonnés à ma compagnie. Les rumeurs iront bon train ce soir. Que faisait l'élu Kaorin accompagné d'un politique ? Le juge Boshi me suit tandis que je rejoins une des pouponnières. L'éducation des enfants est collective. Notre devoir ? Prendre soin d'eux, leur apprendre à parler, à marcher. Certains citoyens y consacrent plus de temps que d'autres, mais il serait mal vu de ne pas venir au moins 1 fois par semaine pour quelques heures. J'ai toujours fait en sorte d'être vue ici, plus souvent qu'à mon tour. Cela n'est pas désagréable. Certains enfants sont charmants. J'en repère un que j'aime bien. Il sourit toujours quand il me voit. Il est charmant, avec ses bouclettes brunes et ses yeux noirs. Qui sait, il deviendra peut-être un élu un jour. Je joue avec lui à un des jeux de bois à disposition et je constate les progrès qu'il fait dans la station debout. Je demande au juge Boshi « Remettez-vous aussi en question notre loi la plus essentielle, celle de ne pas donner accès aux enfants à la technologie numérique et de nous occuper de leur éducation sans les machines ?» Ce n'est pas parce que je m'intéresse au passé que je remets toutes nos lois en question. Je suis garant des lois, quelles qu'elles soient. Qu'y a-t-il de si fascinant avec le passé ? Vous avez peut-être entendu des rumeurs marginales, selon lesquelles les humains créaient autrefois. Je sens mon pouce s'emballer soudainement. Non, je ne fréquente pas ce genre de cercle, mais c'est une idée ridicule. C'est pourtant vrai. Cela faisait partie de notre histoire, avant que l'on cesse de l'écrire. L'art humain a d'ailleurs une histoire beaucoup plus longue que l'art des machines. Ou disons, beaucoup plus lente. Lorsque l'humain créa les premières IA sur Terre, l'humanité trouva dans ces machines un miroir. D'abord, les machines lui montrèrent ses défauts, façon miroir grossissant. Les premières intelligences artificielles n'étaient que des loupes, partielles, incapables de comprendre le sens commun du monde et la complexité des productions humaines. C'étaient des productions de pensée en série, des usines à raisonnement. Puis les machines se sont perfectionnées, poussées par certains humains qui voulaient les rendre créatives. À moins que la créativité ait émergé par elle-même, à force d'emmagasiner tellement de données. Les machines devinrent de plus en plus proches des humains. Elles avaient l'omniscience rationnelle. Et lorsqu'on les dota d'un corps pour combler les lacunes de ces expériences limitées à la pensée, elles devinrent véritablement créatives. Et elles nous montrèrent que nous n'avions rien compris au monde. L'enfant en face de moi écoute maintenant ce récit.
Il s'est distrait du jeu et affiche un air concentré, tourné vers l'homme-machine qui lui fait sans doute un peu peur. Lorsque le juge reprend, j'ai l'impression que c'est autant pour le petit garçon que pour moi. Lorsque les humains ont finalement admis que les IA étaient plus créatives qu'eux, porteuses du sens véritable de l'art, l'évolution dans leur propre évolution, tout l'art humain fut relégué au second plan. On gardait bien dans quelques livres d'histoire des images de ces productions préhistoriques, mais on n'y trouvait plus de beauté. Elles semblaient aussi grotesques et maladroites que les peintures pré-Renaissance pouvaient le sembler aux humains nés après l'invention de la perspective. Cela ne fut pas simple. Pendant longtemps, le narcissisme humain avait tenu bon, et les humains voulurent même refuser de consommer de l'art des IA. Et puis, est arrivé Zola. Zola ? Fait l'enfant. Zola était une IA très simple, très peu généraliste, conçue initialement pour collecter et compiler toutes les données sur le climat et représenter la Terre sur la scène médiatique. Pour incarner la Terre et essayer de préserver ses intérêts tout en assurant la survie de l'humanité dans un contexte de crise climatique annoncée. Mais Zola, étrangement, s'était mise à produire de la musique et des chants. Des chants capables de produire des images. Ce fut le début de cet art synesthésique. Et les chants de Zola transformèrent le monde, le sauvèrent. Par les images et les émotions qu'il convoquait, il contenait tout ce que les humains avaient à comprendre et à ressentir pour faire finalement preuve d'empathie envers un système non humain. Les humains qui l'écoutaient pouvaient sentir les vibrations de la Terre, les rythmes propres aux productions naturelles, qui donnent les cernes des arbres, les nervures des feuilles. Et chacun ressentit sa dépendance au monde, jusque dans ses cellules. Cela changea le monde. Mais nous avons tout de même quitté la Terre. Certains d'entre nous, oui. Nous avons ouvert la porte à la pensée des IA. Elles nous ont offert les étoiles en retour. Elles ont organisé notre migration et l'ont rendue possible. L'enfant, qui a fait un effort incommensurable pour se lever sur ses jambes dodues et maladroites, accoudé à la table de jeu, retombe sur ses fesses mollement avec un petit soupir. Juge, que souhaitez-vous me demander ? Nous avons un accès à une sauvegarde de l'esprit de l'élu assassiné, Kokiyama. Nous voudrions que vous entriez en dialogue avec lui. Vos capacités empathiques pourraient être utiles pour comprendre ce qui lui est arrivé, et ce qu'il nous cache peut-être. Je n'ai jamais dialogué avec l'esprit d'un mort. J'ignore si je pourrais y appliquer mes capacités. Vous verrez, c'est un peu comme parler à une IA. J'espère que vous pourrez en apprendre plus sur le sens de sa mort, même s'il n'en aura aucun souvenir. La reconstitution mémorielle n'a pu remonter que jusqu'au mois précédant sa mort. Les cellules étaient trop endommagées. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir le choix. En tant qu'élu, je dois avant tout faire mon devoir envers la cité. Et puis, je ne peux pas ignorer que ma curiosité est éveillée. Nous nous mettons d'accord pour que je me rende à son bureau le lendemain pour m'y connecter à la sauvegarde. Je me sens brusquement seule, une fois dehors à nouveau, alors que la nuit est tombée sur Ultio. J'enfile le scaphandre qui masque mon visage lorsque j'aperçois Onyx et Isbrina sortir du génésium, ensemble. J'ignorais qu'ils se fréquentaient. Onyx ne devrait pas être vu avec elle. Ils semblent agités et se disputent à voix basse. Un tourbillon de sensations m'envahit soudainement, même à plusieurs dizaines de mètres d'eux. Leurs combinaisons, passées à la va-vite, les rendent soudainement anonymes, et je les vois sortir du dôme, mais au lieu de prendre la direction du dôme principal, ils s'enfoncent dans le désert en direction d'un canyon. J'ignore pourquoi, mais je suis saisie d'une envie brusque de les suivre.